Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le jeudi 11 octobre 2018. Aujourd'hui, la BCE et l'inflation des États-Unis sont attendus, seront les focus du jour. Alors, on va voir ensemble ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier avec notamment, comme vous avez pu le constater, une forte baisse des marchés actions américains, l'Asie qui a suivi cette nuit et ce matin, on a les indices européens qui ouvrent dans le rouge, hein. Les futurs qui étaient en baisse de plus de 1 ou 2% en Europe. Alors on va regarder les avertissements les gars sur les risques, je vous invite à prendre connaissance de celui-ci. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte risque prend un risque de perte en capital. IG fournit un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Hubert, j'espère que vous allez bien. Marcel Raymond que je salue également. Marcel et Raymond, pardon, hein, voilà, pour pas porter confusion. Rapide tour au niveau de l'actualité. On a Christine Lagarde qui a invité Rome à suivre les règles du club européen sur le déficit. Concernant le Brexit, on a Michel Barnier, le négociateur européen, hein, qui a annoncé mercredi qu'un accord était à portée de main d'ici au Conseil européen des 17 et 18 octobre. Et on a notamment Angela Merkel qui a dit hier souhaiter que l'Union européenne conserve un lien le plus étroit possible avec le Royaume-Uni après le Brexit. Concernant la macroéconomie américaine, nous avons les prix à la production qui ont augmenté comme prévu de 0,2% en septembre après un recul inattendu de 0,1 le mois précédent. Et au Royaume-Uni, la croissance économique a accéléré au cours de l'été à 0,7%, soit une croissance annualisée de 2,8%. Voilà, autour du briefing de l'actualité, donc pas grand-chose hein, de nouveau concrètement. Au niveau des chiffres, donc vous pouvez voir qu'on a des marchés actions qui sont dans le rouge, hein, avec notamment un Nasdaq qui perd plus de 4%, le Shanghai Composite ce matin qu'on perd 5%, on a le dollar qui a clôturé en baisse, le rendement à 10 ans américain qui perd 5 points de base, ce qui veut dire qu'on a un marché obligataire qui est payé. Normalement, c'est positif pour les marchés actions, on a une corrélation qui est positive entre les deux. Sauf qu'on voit qu'on a eu un petit temps de latence finalement, puisque la semaine dernière, rappelez-vous, on avait ce fameux 10 ans américain qui avait augmenté, et pourtant ça avait fait que très peu de mouvements sur les marchés. Ce qui semblerait avoir eu de l'impact sur les marchés hier et avant-hier, c'est les différentes alertes du FMI, de la Banque mondiale. Je vous rappelle que le FMI et la Banque mondiale sont dans un congrès commun en Asie depuis maintenant 2 ou 3 jours et alerte notamment Christine Lagarde sur eh bien l'impact sur l'économie des guerres commerciales. Donc a priori c'est vraiment ces alertes, enfin à mon avis, c'est vraiment ces alertes qui ont pénalisé le marché parce que les taux longs à 10 ans qui étaient au-dessus de 3,20%, c'était la semaine dernière et pourtant on n'a pas eu de secousse de ce genre. Donc voilà, on a eu une belle baisse hier. On va voir un petit peu techniquement ce que ça donne. Tout d'abord, on va passer donc au calendrier économique. Donc au niveau du calendrier économique, on peut voir que le focus hein, du jour sera donc sur les minutes de la BCE à 13h30, 13h30 et ensuite l'IPC des États-Unis à 14h30. Vous pouvez voir que l'IPC des États-Unis est attendu en baisse 2,4% contre 2,7. Ça peut être positif pour les marchés actions parce que finalement, si on a une inflation qui ralentit, ça veut potentiellement dire ralentissement du rythme de hausse des taux de la Fed, ce qui serait positif pour les marchés actions et bien évidemment négatif pour le dollar. Donc voilà, à voir la réaction des investisseurs. L'IPC annuel attendu à 2,4%. Pourquoi est-ce que l'euro remonte et les autres monnaies aussi alors je vois pas tout la question, contre le dollar? Alors c'est une bonne question en effet. On a, comme vous pouvez le constater, toutes les devises qui sont en hausse sur les 24 dernières heures face au dollar US et surtout les devises commodities, ce qui est, on va dire, assez étrange dans ce contexte où on a eu un sell-off. Donc c'était vraiment un sell-off sur les marchés actions, parce que on regarde le marché obligataire, il a été payé et il est payé ce matin. Donc voilà, c'est vrai que c'est une très bonne question pourquoi le dollar est baissier. Pourtant, on n'a pas eu de macro de chiffres décevants. Euh, En fait, ça vient surtout du côté du dollar, du côté des marchés actions.
la chute des marchés actions et les commentaires de la Fed, des gouverneurs de la Fed d'hier, il me semble que c'était Evans, le gouverneur de la Fed de Philadelphie, il me semble, et bien qui a indiqué que le taux médian, taux neutre de la Fed serait à 2,75%. Alors, ouais, c'est à prendre avec des pincettes parce que Evans, c'est quelqu'un de dovish, c'est un membre dovish, donc c'est normal qu'il soit toujours, enfin, qu'il ait ses prévisions justement en dessous du taux médian du FOMC. Mais voilà. Et en plus de cela, la baisse des marchés actions, ça remet bien évidemment un doute sur la politique monétaire de la Fed. Peut-être que la Fed va être plus prudente vu que ça agite un peu plus. On voit que ça agite les marchés actions. Donc la probabilité, si on la regarde, elle a baissé de 10% en l'espace de 2 jours. Cette probabilité d'une hausse des taux pour la fin de l'année, elle est passée de 80% à 70. Donc c'est pour ça que le dollar est en baisse. Parce que finalement, la pression sur les marchés eh bien, pourrait remettre en cause, en tout cas c'est ce que les investisseurs, les investisseurs suggèrent, enfin nous montrent, c'est que la baisse des marchés actions pourrait remettre en cause, pourrait freiner finalement le durcissement de la politique monétaire de la Fed. Voilà, donc baisse des marchés actions, probabilité d'une hausse des taux en baisse de 10% en 2 jours, ce qui est quand même assez important. C'est pour cela que le dollar eh bien, est baissier. Et dans le même temps, on a quand même des informations quand même positives concernant le Brexit. Des informations positives concernant le Brexit, ce qui impacte, voilà, ce qui permet d'améliorer un petit peu le climat des investisseurs en Europe, même si voilà, il y a eu le sell-off, donc forcément, enfin il y a eu la vente massive hier, donc forcément on va pas avoir une hausse des marchés dans l'immédiat, mais en tout cas je pense que on va pas non plus attendre très longtemps avant d'avoir un rebond, parce que on a quand même un mouvement qui est extrêmement important à la baisse. Les indicateurs de momentum comment dire, sont extrêmement faibles. Vous voyez que Nasdaq clôture à sa moyenne mobile à 200 jours. Vous savez que la moyenne mobile à 200 jours, c'est toujours un niveau de prix assez intéressant pour passer à l'achat. Le Dow Jones, qui n'est pas sa moyenne mobile à 200 jours, mais vous voyez la baisse importante. Le VIX, rapidement un point sur le VIX, qui a fait son 12e plus important spike en une journée de son histoire. Le VIX, hier, a progressé de 43%. 43%, c'est énorme. Voilà, donc VIX extrêmement, enfin la hausse extrêmement importante. Pour ceux qui ont participé au webinaire spécial VIX d'hier soir, eh bien, comme vous le savez, le VIX augmente rapidement, mais dans une faible période de temps. Voilà, l'amplitude est grande, mais la durée est faible. Donc voilà, c'est pour ça que les sell-off ne durent pas longtemps. Donc voilà, je m'attends pas non plus à ce que le sell-off continue. Maintenant, encore une fois, avec vous savez, notre indicateur VIX, le Disparity Index que je vous ai fait voir hier, eh bien, on n'a toujours pas le signal haussier. On n'a toujours pas le signal, donc il faut attendre. Il faut attendre encore comment dire, quelques séances finalement. Tant qu'on n'a pas le signal, il n'y a pas de raison d'acheter à l'achat, même si voilà, on est sur un très bon niveau de prix. On va tout simplement attendre. Donc, voilà, 10, vous voyez qu'on a 32% d'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 périodes. La borne à 10, dès qu'on a croisement à la baisse de 10, ça sera un signal d'achat. Et puis ça peut aller très très vite. Ça semble loin, 32%, mais souvenez-vous, flash crash, ça s'est fait en l'espace de 3-4 séances. Donc le rebond, voilà, le bottom, il va être fait peut-être pas, peut-être aujourd'hui, et le rebond se fera probablement demain, enfin probablement. Il y a des chances quand même non négligeables qu'il se fasse d'ici les prochaines séances, voilà, à très court terme. Donc voilà, concrètement, on a eu un sell-off particulièrement important sur les marchés, que ce soit aux États-Unis, mais également en Asie. On voit que sur les marchés européens,
c'est plutôt quand même calme. C'est pas du -3, c'est pas du -4% pour le moment en tout cas. Donc, voilà. Et pardon, on passe sur le S&P. S&P, moyenne mobile à 200. Vous voyez, on est sur un niveau de prix assez intéressant quand même. Maintenant, c'est pas un signal d'achat. C'est pas parce qu'on est sur un mode mobile qu'il faut automatiquement payer le S&P 500. Mais par contre, c'est un niveau qui nous intéresse, qui est à surveiller, tout simplement. Il est à surveiller ce niveau. Si on a un signal bullish à ce niveau de prix, eh bien, on pourra pourquoi pas passer à l'achat, malgré le resserrement des taux de la Fed. C'est pas parce qu'on a un resserrement des taux qu'il faut immédiatement anticiper un crack. Voilà. Donc voilà, correction, j'ai envie de dire, des marchés, hein. Et voilà, je pense qu'il faut s'arrêter là dans l'explication de cette réaction des investisseurs. Et il faut attendre le signal du VIX. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc concernant les marchés européens, le CAC 5140, extrêmement bas quand même ce CAC, hein. Alors, regardez le gap baissier, je ne pensais vraiment pas qu'on allait ouvrir aussi bas. Donc voilà, c'est le futur, hein. Futur CAC, le gap. La correction va se faire au même rythme que le S&P et au même moment. Donc, enfin au même moment, dans la même journée. C'est-à-dire que on aura la correction aujourd'hui, demain ou en début de semaine prochaine. Et quand je parle de correction, c'est une correction du type plus 4%, hein. Vous voyez, de ce type-là. Plus 5. Ici, on avait un sell-off. Plus 3. Voilà. Quand on a des sell-off comme cela, c'est une réaction presque équivalente qu'il faut s'attendre. Avec une amplitude un peu moindre, mais on va dire avec un momentum quand même assez important. Donc voilà, faut attendre tout simplement le signal haussier du VIX. Au lieu d'anticiper le rebond, on attend le signal du VIX. C'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, le CAC, faut rester prudent. CAC, DAX, enfin, tous les indices globalement. Aujourd'hui, on peut autant avoir un rebond de 100 points sur le CAC 40 qu'une nouvelle baisse de 200 points. Voilà, tout simplement. Donc ça va être très délicat de trader en intraday le CAC 40, le DAX, les indices de manière générale, même le S&P ou le Nasdaq. Donc voilà, prudence sur les indices européens. Moi, je vous donnerai pas d'objectif parce que voilà, le climat est trop incertain. Et, donc voilà. Soit là, le DAX, on vient chercher 11 700 dans la journée, soit on ira chercher 11 400. Voilà, donc ça va être qui tout double. Du coup, nous allons passer directement au Forex. Alors, je vais regarder les premières questions. J'ai raté épisode 21. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce renversement? Alors, l'origine de ce renversement, enfin, il se dit que c'est la hausse des rendements obligataires. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a eu vraiment une hausse des rendements américains. Le 10 ans qui a été un plus haut depuis mi-2011 à 3,25%. Mardi, excusez-moi. Et nous avons des quand même messages d'alerte, des alertes provenant du FMI, de la Banque mondiale et de l'OCDE sur les tensions commerciales. Voilà. Donc à mon avis, enfin, je vois pas d'autres facteurs qui justifieraient cette baisse des marchés actions parce que ça a été, ouais, il n'y a pas eu d'annonce en parallèle spécifique. Bonjour, on s'est trompé hier, j'ai perdu pas mal, beaucoup d'analystes n'ont rien vu et surtout le timing et la violence. Alors personne ne peut s'attendre à une correction comme celle-là. Ce n'est pas sur les indices européens ou voilà américains. euh, une baisse de ce type ne peut pas s'anticiper, hein. On peut être bearish, on peut avoir un signal baissier, mais on peut pas s'attendre à une baisse de 4%. Vous voyez, c'est pas possible. Voilà donc, enfin, si vous trouvez une solution, je serais particulièrement intéressé. Si vous connaissez une solution pour anticiper une baisse de 4%, ça serait intéressant. Mais honnêtement, je ne pense vraiment pas que ce soit possible. Donc voilà, c'est pour cela que personne peut anticiper des
moins 4, des moins 5%. Et c'est pour ça qu'on entend toujours la même chose lorsqu'il y a ces sell-off, lorsqu'il y a ces ventes massives, c'est presque, on a l'impression, la fin du monde et un crash boursier qui arrive, alors que par la suite, on a un nouveau record historique. Alors, je veux pas dire par cela qu'on aura un nouveau record sur le S&P, mais voilà, si on regarde le flash crash, rappelez-vous le flash crash, on avait les mêmes titres, c'est-à-dire la même panique des investisseurs, et pourtant, il a suffi de quelques mois par la suite pour avoir un nouveau record. Vous voyez, donc, est-ce que c'est inquiétant? Pour un moment, pas plus que le flash crash. Voilà, si on se rappelle de l'historique, enfin de l'histoire, oui, on n'a rien d'inquiétant. Et techniquement, si on exclut le momentum, la lagging span est toujours au-dessus de son nuage et le prix au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances. Donc voilà, le mieux, quand on a un couteau qui tombe comme cela, surtout sur les marchés actions où c'est particulièrement volatile, hein, les baisses se font de façon beaucoup plus volatile que les hausses, puisque la hausse se fait dans un climat où les actions ne sont pas volatiles. Donc, ce qui est tout à fait normal que les baisses soient de façon extrêmement puissante et, et voilà, inquiétante finalement. Ça remet beaucoup en cause les stratégies. Mais donc, au lieu d'essayer de rattraper un couteau qui tombe, on va tenter plutôt de reprendre le couteau lorsqu'il est sur le sol. Vous voyez, donc on va attendre le rebond. Encore une fois, démarche à action. On va attendre que ce VIX, ce disparity, baisse pour repasser à l'achat sur les marchés actions. Voilà. Donc le signal sera donné lorsque le VIX, ce disparity, clôturera en dessous de 10. Pour le moment, il est à 25. Voilà. En attendant, le mieux, c'est wait and see, c'est-à-dire attendons et regardons ce qui se passe. Voilà, donc les marchés actions, pas grand chose à dire, même si voilà, on a eu un mouvement violent hier, c'est assez inquiétant pour ceux qui sont passés à l'achat hier, mais à mon avis, ils se sont fait sortir. Donc voilà, encore une fois, attendons le rebond. C'est la meilleure stratégie que je pourrais vous donner. Ça semble assez simple comme cela, mais, voilà, je vois pas ce qu'on peut faire actuellement sur les indices. Il y a autant de chances concrètement qu'on reprenne à 1%, ou même un 2, ou qu'on reperde. Regardez, rappelez-vous, au début du webinaire, les futurs. Alors moi déjà, quand je me suis connecté ce matin, les futurs, le CAC 40, était en baisse de quelque chose comme 1,20%. Ensuite, au début du webinaire, c'était du moins 0,50. Et là, on est dans le vert. Par rapport au prix d'ouverture. Je parle bien. Par rapport au prix d'ouverture. Vous voyez, ça va être presque du casino aujourd'hui. Hein. Ça va être extrêmement tendu de trader des indices. Va falloir chercher en journalier, hein, au niveau des pivots. Les S1, les R1 ne vont pas suffire. Hein. Il va y avoir la volatilité aujourd'hui, que ce soit haussière ou baissière. Donc, il va falloir chercher, si vous êtes haussier, eh bien le R2. Et si vous êtes baissier, le S2. L'euro donc qui rebondit, mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de rebond majeur. Hein. On reste sous le nuage. La Greenspan qui est également sous le prix. Voilà, on reste clairement baissier pour le moment. Et moi, ce que je continue à surveiller, c'est l'USD CNH. L'USD CNH qui continue à gagner du terrain. L'USD CNH, qu'est-ce qu'il illustre? Il illustre tout simplement l'appétit ou l'aversion pour risque. Il illustre les perspectives du marché concernant les tensions commerciales. Qui dit hausse de l'USD-CNH dit crainte d'un ralentissement de l'économie chinoise. Et donc, qui dit que c'est pas bon pour tout ce qui est d'appétit pour le risque. Voilà, et là, on peut voir que l'USD-CNH continue à progresser ce matin. La résistance, c'est les 6,95, c'est la résistance à surveiller. Si on a le breakout des 6,95, ce sera objectif jusqu'à 7. Et qui dit jusqu'à 7 dit baisse de l'euro jusqu'à 1,13, baisse du GBP jusqu'à 1,28 et baisse du gold jusqu'à 1160. C'est pour ça que le gold ne rebondit pas. Pourquoi le gold ne rebondit pas alors qu'on a de l'aversion pour risque avec notamment un marché obligataire qui se paye et une baisse des marchés actions? Et bien simplement parce que cette USD-CNH est haussier. Et si vous regardez la corrélation entre l'USD-CNH et le gold, eh bien c'est corrélé négativement, presque parfaitement. Voilà, donc l'USD-CNH, c'est l'un des baromètres à suivre.
il indique beaucoup plus que la simple paire USD One. Donc USD CNH 6,95, c'est une résistance que je surveille. Si elle breakout, honnêtement, l'euro dollar, ça pourra se shorter. Le dollar sera énormément payé. L'USD CNH, c'est presque un DXY V2. Alors, c'est pas une meilleure version, mais c'est une deuxième version du DXY. L'USD CNH est très 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 intéressant à suivre. Ça permet en fait, c'est comme un indicateur, comme le VIX finalement. Ça s'utilise comme un peu le VIX. C'est-à-dire le VIX, vous pouvez le trader, mais le mieux c'est d'utiliser comme indicateur des marchés actions. Et bien l'USD CNH, c'est un indicateur du dollar. Voilà. Qui dit USD CNH haussier dit hausse du dollar. Sauf que à l'inverse du DXY, l'USD CNH est une paire, alors que le DXY c'est un indice. Mais concrètement, si vous regardez l'USD CNH et le DXY, ils sont très cohérents. DXY, alors je vais enlever tout ça. Et USD CNH. Voilà. Et encore là, je suis en valeur relative. Donc je vais mettre juste superposé. Regardez un petit peu cette corrélation. Donc on voit qu'il y a une corrélation extrêmement importante. Et c'est justement l'USD CNH qu'on va surveiller pour avoir des confirmations ou justement des divergences avec le DXY. Donc USD CNH, c'est vraiment un indicateur à suivre, plus qu'une paire, c'est un indicateur du dollar. Qui dit USD CNH breakout haussier, qui dit que le DXY va probablement être bullish également. Donc voilà, l'USD CNH, on le surveille. C'est pas parce que le DXY est en légère baisse actuellement qu'il faut forcément shorter le dollar. Et encore moins face à l'AUD et le NZD. L'AUD et le NZD rebondissent très légèrement ce matin. C'est pas pour autant qu'il faut payer l'AUD et le NZD. On reste, gardons notre cap et restons sur, comment dire, nos indices devises. Avec la UND Index, je vous rappelle. Alors le GBP Index, bullish, vous voyez. L'Euro Index, c'est bull également, bien que la lagging span est dans le prix. Donc quand il est dans le prix, cette lagging span, ça veut dire qu'on a un momentum qui est bullish, mais voilà, assez faible. L'AUD, c'est clairement bearish. Le NZD, c'est bearish. Le yen, neutre. Neutre, on est revenu dans ce canal. Le franc suisse, c'est neutre. Enfin, c'est haussier sur du moyen terme. À court terme, c'est neutre, puisque la lagging span a intégré le prix. Et l'USD, équipondéré, c'est bull également. Le CAD, bull aussi, bien qu'on ait une correction. Et là, on est sur support. Donc voilà, finalement, on garde le cap avec nos stratégies vendeuses AUD, NZD face l'euro, le JBP, le dollar, le CAD. Voilà, ça semble assez répétitif, mais c'est vraiment dans ce sens qu'il faut se positionner, je pense. Donc l'euro AUD, voilà, tout repli, c'est à surveiller pour se positionner long et viser des nouveaux sommets. Voilà, donc l'euro-dollar, je ne donne pas grand crédit pour le moment à cette hausse tant que l'USD CNH est orienté à la hausse. Tant que l'USD CNH est bullish, et bien concrètement, l'euro-dollar, je ne m'attendrai pas à un rebond majeur. Donc voilà. Et en plus, techniquement, vous voyez qu'en journalier, on est sous, voire dans le nuage, et la lagging span est bien en dessous. Donc c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment de passer à l'achat. L'euro GBP en baisse. L'euro GBP, bon, il va tendre vers les 0,86 prochainement. Sur l'euro GBP, c'est soit il va à 0,8650, soit il revient à 0,88. Puisque le Conseil européen, je vous rappelle, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine, jour pour jour. Si on a un accord d'ici là, l'euro GBP sera bearish. Si on n'a pas d'accord, l'euro GBP a des chances de rebondir. Le GBP, ça va être la devise, je pense, la plus volatile lors des prochaines séances. Donc Euro AUD, voilà, c'est bull. Euro NZD, c'est bull pareil, hein, tout repli
peut-être une opportunité, peut-être considérée comme une opportunité pour passer à l'achat. En tout cas, c'est un niveau de prix qui, du coup, devient intéressant pour passer long. Voilà, donc pour ce qui est du Forex, rien à rajouter, hein. Honnêtement, ce matin, il n'y a rien de nouveau sur les marchés. L'IPC des États-Unis, comme on l'a vu tout à l'heure, sera le focus du jour. Donc voilà, le dollar, soit il va continuer à sous-performer la journée, soit il va, il va il va surperformer. Il va reprendre le dessus. Donc ça va être quitte ou double pour le dollar. L'IPC, c'est quand même un chiffre macroéconomique extrêmement important. Donc voilà. En intraday, ça va être particulier. Mais on peut voir que pendant ce matin, c'est clairement les devises Como qui rebondissent. Pourtant, l'or, vous voyez, il est plutôt stable, hein. Enfin, il est en hausse de 0,32%. C'est pas non plus une hausse majeure. D'ailleurs, vous voyez que l'or rebondit dans son triangle. Parfait rebond au triangle. Alors finalement, hier, on avait parlé d'un retour à 1183. Ça ne s'est pas fait. On a eu le retour à 1185. Donc là, rebond, concrètement, enfin techniquement, la perspective, elle est haussière jusqu'en haut du triangle. C'est-à-dire jusqu'à à peu près 1204 $. Peut-on retrouver le webinaire du VIX d'hier, nous demande Hubert. Alors celui d'hier, non. Par contre, il y a déjà une version sur YouTube que j'ai faite il y a de cela un petit mois, il me semble. Donc voilà, vous pouvez regarder sur YouTube. J'attends de faire ma formation à Paris donc en octobre. Donc, je rappelle, je propose une formation le 30 octobre dans les locaux parisiens. Pour ceux qui habitent en région, eh bien, ça serait avec plaisir de vous rencontrer lors de cet événement. Euh, voilà, ce sera sur le VIX. Et après cet événement, je ferai très probablement un webinaire spécial VIX, très détaillé, disponible sur YouTube. Voilà, mais j'attends de faire la formation avant, sinon il n'y a pas grand intérêt à ce que vous veniez me rencontrer. Euh, donc voilà, et d'ailleurs le lien d'inscription que je vais vous partager, alors c'est bon, vous savez que hier il y avait eu un petit problème pour s'inscrire. En fait, c'était de mon côté un lien que j'avais mal copié. Voilà, donc vous allez dans IG Academy et vous allez tout en bas, formation de trading gratuite, et vous avez comment trader les marchés américains. Je ne savais pas, alors je viendrai, nous dit Stéphane. Eh bien écoutez, c'est parfait Stéphane, ça fait longtemps en plus que vous êtes vraiment un fidèle des webinaires, donc ça me fera un grand plaisir de vous rencontrer. Voilà, donc ça va durer entre une heure et demie. Je prévois à peu près une heure de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Voilà. Également pour moi, bon voilà, parfait. Voilà, donc je vous ai envoyé le lien d'inscription. L'inscription est indispensable. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire si vous pouvez me rejoindre le 30 octobre. Venez nombreux, ça me fera un grand plaisir. Et en plus, je prépare vraiment un contenu très précis que vous retrouverez pas sur Google, hein. Cette stratégie, etc. Je n'ai pas trouvé sur Google. Et c'est vrai que les informations sur le VIX, le lien entre VIX et S&P, sont assez basiques, hein, sur Internet. Donc voilà, c'est vraiment de l'information qui sera pas exclusive, hein, mais enfin presque. Disons que voilà, ce sera vraiment de l'information, ce sera pas du temps perdu pour vous et ni pour moi. Donc voilà, pour l'or, potentiel rebond, hein, jusqu'à 1205, on a le dollar qui respire, on le voit depuis ce matin, donc on a une remontée du gold. Maintenant, est-ce que il faut pour autant payer le gold jusqu'à 1230, 1250? La réponse est non pour le moment. Tant qu'on a cette USD-CNH qui est encore une fois le second baromètre du dollar avec le DXY, donc tant qu'on a cette USD-CNH qui est bullish, eh bien le gold va rester sous pression. Simple graphique pour vous faire voir. USD CNH. USD CNH Gold. S'il veut bien charger. Voilà. Vous pouvez voir que la corrélation est totalement négative.
Donc on ne peut pas avoir, et c'est pas le gold hein, qui guide l'USD CNH, hein. C'est l'USD CNH qui a un poids sur le gold. Qui dit hausse de l'USD CNH dit gold sous pression. Alors pas au jour le jour, hein, ça va pas être, c'est pas parce que l'USD CNH est dans le vert aujourd'hui qu'on va forcément avoir le gold qui sera dans le rouge, hein. D'accord, on a des jours où il n'y a pas de cette corrélation. Mais concrètement, sur du moyen long terme, on a une corrélation qui est positive. Donc c'est à surveiller cette USD CNH. C'est incroyable que les banques centrales n'agissent pas car cela va précipiter l'économie mondiale en récession. Alors justement, c'est les banques centrales qui réagissent. C'est le durcissement des politiques monétaires qui impacte dans le fond, je parle bien, les marchés actions. Alors on a évidemment la guerre commerciale qui, euh, qui impacte aussi durement la psychologie des investisseurs. Mais voilà, les banques centrales, le fait qu'elles durcissent leur politique monétaire, ça veut dire baisse de la liquidité, ça veut dire un marché obligataire qui devient enfin, qui gagne en attractivité. Donc voilà, ça va être, c'est également à cause des banques centrales qu'on a cette baisse, ou en tout cas qu'on a un marché action sous pression. Alors il n'est pas baissier hein, depuis le début de l'année, on reste dans le positif, et cette baisse d'hier, c'est pas à cause d'un commentaire d'une banque centrale, mais disons que les hausses des taux de la Fed ont un impact négatif sur les marchés actions. Et tout est une question de communication. Donc la Fed reste avec un remontée de taux, mais avec un ton plutôt prudent. Ça ne devrait pas être, comment dire, trop négatif pour les marchés actions. Par contre, le jour où la Banque centrale, et on l'a vu d'ailleurs en septembre, a commencé à être un petit peu plus au quiche, eh bien c'est devenu un petit peu plus compliqué pour les marchés actions. On a un rendement obligataire justement à 10 ans qui a commencé à se tendre, et ensuite, eh bien on voit ce qu'on a vu hier, ce qui s'est passé. Voilà, semaine prochaine, les résultats d'entreprise commencent. Semaine prochaine, les résultats d'entreprise commencent. Donc potentiellement risk on. Je vois pas pourquoi on aurait un risk off, même si voilà, on a des chiffres qui sont plutôt mitigés pour le moment, en tout cas au niveau de LVMH, mais bon, c'est pas LVMH qui va voilà donner le ton non plus des résultats des entreprises. Les États-Unis et notamment les GAFA seront extrêmement surveillés. Netflix est la première société, enfin premier mastodonte technologique à publier ses résultats. Ça sera donc lundi de la semaine prochaine. Lundi, soit on a davantage de baisse sur les marchés actions, ou soit justement on fait le point bas et ça y est, c'est reparti pour des nouveaux records. Qu'est-ce que je pense du WTI? Bref, WTI. Alors WTI baissier, pourquoi? Eh bien parce qu'on a eu le FMI qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance, qui dit baisse, ralentissement de la croissance, dit ralentissement de la demande de matériaux et surtout d'énergie. Donc un pétrole sous pression. Est-ce que ça remet en cause l'analyse technique? Parce qu'avant tout ce qu'on trade, c'est l'analyse technique. La réponse est non. Vous voyez qu'on se maintient, on va dire, au sommet, aux anciens sommets de l'année. Et le Brent, est-ce qu'il a émis un signal bearish? Non. Vous voyez qu'on a une baisse. On a le pullback. Donc vous voyez que finalement cette étoile n'a pas été vraiment très efficace. C'est pour ça que les chandeliers japonais, personnellement, je les énumère pas beaucoup dans mes webinaires parce que en termes de statistiques, en termes de probabilité, taux de réussite, il n'y a pas de très bons résultats. On va dire qu'il n'y a pas des résultats vraiment convaincants. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer, enfin de vendre les shooting stars, de payer les marteaux? Bon, puisque les résultats sont pas très bons, je trouve que ça fait plutôt, enfin, voilà, c'est pas très utile. Alors c'est utile, voilà, c'est une indication, mais c'est pas pour autant qu'il faut, je pense, trader avec les chandeliers, enfin, en fonction des configurations des chandeliers japonais. Maintenant, voilà, on avait quand même une étoile du matin hier, avant-hier, lundi, pardon. Donc c'était quand même un signal aussi. Mais bon, donc on a le pullback à 80,44 $. Donc le Brent n'a pas réintégré ses anciens sommets de l'année.
Par contre, le brut n'est pas en train, mais il est dessus globalement. Vous voyez, il est dans cette zone qui correspond à ses anciens sommets. Donc voilà, tout va dépendre du Brent finalement. Si le Brent réintègre lui aussi, repasse en dessous des 80,44 $, dans ce cas-là, on pourra envisager un retour du WTI vers sa moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc ça va dépendre notamment des commentaires du FMI, la Banque mondiale, sur la croissance. Encore une fois, ça fait 2-3 jours qu'ils s'expriment sur les tensions commerciales et on voit que c'est globalement cela qui fait pression sur les marchés, que ce soit actions ou on le voit avec le pétrole. Donc là, vraiment à court terme, c'est les commentaires alertants du FMI qui ont impacté le cours de pétrole hier et qui ont probablement nettement dégradé l'optimisme des investisseurs sur le marché actions. Voilà, donc pétrole, je dirais que techniquement là, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, si le Brent demain passe sous les 80,44 $, le brut pourra se shorter jusqu'à la moyenne mobile. À court terme, on a un support à 71,16, vous voyez, qui était cette résistance, et on a une résistance qui est à 74. Maintenant, d'un point de vue swing trading, là, on est un petit peu au milieu de nulle part. Bon, certes, on est sur la moyenne mobile à 50 jours, 50 séances, pardon, mais on est un petit peu, alors 20 séances. Oui, c'est 20 séances en bleu. Mais voilà, on est un petit peu, vous voyez, au milieu de nulle part. Concrètement, d'un point de vue ratio risque-rendement, où placer son stop pour avoir un ratio risque-rendement intéressant. Eh bien, c'est assez serré et vu la volatilité, ça me semble un peu trop risqué. Donc les résultats économiques à surveiller aujourd'hui, c'est bien évidemment l'IPC des États-Unis et les minutes de la BCE parce que dans ce contexte de resserrement, de durcissement de la politique monétaire de la Fed, la BCE, c'est la deuxième plus grande banque centrale au monde, finalement. Donc, pareil, qui dit BCE qui va remonter ses taux, dit baisse de la liquidité encore plus importante. Donc, voilà, c'est à surveiller de très près. À mon avis, la BCE ne va surtout pas être au quiche. Elle ne l'est d'ailleurs jamais. Mais, voilà, la BCE, les minutes seront à suivre. Le W copie le Brent en décalage. Alors, décalage, c'est un mot. Alors, il y a un spread entre les deux, il y a un écart. Un écart, puisque il n'y a pas le même coût. Le Brent n'a pas le même coût que le WTI. Le WTI, en termes de qualité de pétrole, il est meilleur. Sauf que le Brent, il y a beaucoup plus de coûts liés au transport. Le WTI, c'est le baril nord-américain, enfin des États-Unis même, du Texas, si on veut être précis, qui se vend, qui s'exporte pas vraiment. Le Brent, c'est le pétrole international. Le WTI, c'est le pétrole des Américains, qu'ils produisent et qu'ils consomment. Alors, les Américains, oui, exportent, mais voilà, le benchmark du pétrole international, c'est le Brent. Parce que le Brent, il se produit en mer du Nord, mais voilà, il s'exporte. Il s'exporte énormément. Donc, c'est pour ça qu'on a un Brent qui a un prix plus élevé que le WTI. Et donc, il y a un décalage, mais il y a surtout une corrélation qui est extrêmement positive entre les deux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être bullish sur le Brent et bearish sur le WTI sur du moyen long terme. Donc voilà, faut être cohérent dans les stratégies entre les deux. Et c'est pour ça que le WTI et le Brent s'analysent en même temps. C'est-à-dire que si vous tradez le WTI, il faut toujours avoir un œil sur le Brent. Et vice versa, si vous tradez le Brent, il faut toujours avoir un œil sur le WTI. Parce que si le WTI casse un support, c'est un message d'alerte pour le Brent. Ça ne veut pas forcément dire que le Brent va casser de support, mais c'est pas un signal positif pour le Brent. Et à l'inverse, dès qu'on a un Brent qui casse une résistance et que ensuite le WTI fait de même un jour ou 2 jours après, ça renforce la conviction haussière, puisque les deux ont cassé des sommets. Voilà, donc le WTI et le Brent sont liés et sont à surveiller en même temps. Ah non, il n'y a pas de décalage, il n'y en a pas un qui est leader, il n'y en a pas un qui, on va dire, influence l'autre. Les deux, on va dire, sont liés. Les deux sont liés.
C'est pas le WTI qui est leader du Brent ou vice versa. Voilà, donc pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Honnêtement, ce matin, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, regardez les futurs, ça commence à s'améliorer. Enfin, le CAC s'améliore, plus 0,22%. Donc, ça va être vraiment très spécial cette journée et la journée suivante sur les marchés actions. Voilà, soit comme je vous l'ai dit, on prend 2% d'ici la fin de semaine, enfin de ce matin jusqu'à vendredi à la clôture, ou soit on repère 1 ou 2%. Je pense que la baisse me semble plutôt limitée, honnêtement, surtout que je vais vous faire voir un indicateur que je vous ai déjà fait voir. C'est un indicateur de momentum. Vous allez dans mouvement ici, on va aller sur le S&P 500, mouvement, et en fait ici c'est le nombre de séances consécutives de hausse ou de baisse. Nous allons mettre ça sur 5 années, alors déjà sur une année, et on va mettre le graphique. Donc là on voit qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a une séance, on a une série de séances baissières qui est la plus importante depuis un an. Sur 5 ans, c'est pas la plus importante, mais vous voyez qu'on est, la dernière fois où on a eu quelque chose aussi important, c'était en novembre 2016, rappelez-vous, c'était lors de l'élection de Donald Trump. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite de l'élection de Donald Trump, on a eu un plus 30% de l'indice. Alors je veux pas dire par là qu'on aura un plus 30% de l'indice, hein, mais vous voyez que là on a une baisse, on a une série consécutive de baisse. Ici également, ensuite on a eu le rebond quelques temps après, pareil ici. Vous voyez que ça coïncide assez bien avec les creux. Et ces standards déviation, SD, nous permettent de en fait estimer le degré de surachat ou de survente. Dès qu'on a une série haussière trop importante, c'est un signal d'alerte, c'est un signal de prise de bénéfice. À l'inverse, dès qu'on a trop de séances consécutives de baisse, c'est-à-dire qu'on a un momentum baissier à court terme qui est trop important et qu'on va avoir une correction. Plus on a ces séries qui vont dans les extrêmes et plus on a des chances que le cours se renverse. À court terme, je parle bien. C'est pas un indicateur qui va permettre d'estimer, d'anticiper un crack boursier. C'est vraiment un indicateur du swing trading. Donc là, on est quand même à un niveau extrêmement important. On a 5 séances consécutives de baisse pour le S&P. Ça n'arrive pas souvent. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut shorter les indices maintenant? La réponse est clairement non. Est-ce qu'il faut payer? La réponse est non. C'est trop risqué parce qu'on peut encore avoir une 6e, une 7e ou même une 8e séance de baisse comme ce fut le cas lors de l'élection de Trump. Donc voilà, c'est pas le moment d'acheter, c'est pas le moment de vendre. Pour l'achat, encore une fois, c'est vraiment le Disparity Index du VIX qu'on surveillera et qu'on surveille de très près tous les jours. Voilà, c'est ce Disparity qu'il faut surveiller. Voilà, donc les indicateurs de momentum nous indiquent que c'est pas le moment d'acheter, c'est pas le moment de vendre. C'est probablement le moment d'acheter, mais on n'a pas encore le timing. Voilà, donc je vous envoie le lien du site qui est très utile. Je vous invite à fouiller un petit peu, faire vos recherches dessus. Il est très intéressant. Voilà, je vous l'ai envoyé. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, rapide par rapport au précédent point de marché dont j'ai l'habitude de prendre 1 heure. Mais voilà, je n'ai rien à rajouter par rapport à hier. Concrètement, le Forex, ça n'a pas vraiment changé. Les matières premières non plus. Les indices, bon, on a eu un sell-off. Mais bon, c'est pas non plus un crack, c'est pas non plus un message pour shorter, pour anticiper un moins 30% sur le S&P. Donc voilà. Au contraire, ça va permettre probablement des nouveaux records, hein. À mon avis, je ne serais pas surpris si dans 2 mois le Nasdaq 100 est à 8000 points, c'est-à-dire nouveau record. Voilà, je ne serais vraiment pas surpris. Alors je ne dis pas que il faut payer le Nasdaq jusqu'à 8000 points, mais en tout cas, si c'est le cas, je ne serais pas encore une fois, je ne serais pas surpris. Pourquoi? Parce que si on regarde des Nasdaq 100 ici, qu'est-ce qui s'était passé donc? Là, on a eu le flash crash, nouveau record en à peine en 5 semaines. Ensuite, le scandale de Facebook, le crash, nouveau record 3 mois après. Donc, vous voyez, ça dure
en tout cas sur les techs, pas très longtemps pour qu'on ait un nouveau record. Donc voilà, je ne dis pas encore une fois qu'il faut payer le niveau actuel pour viser les 8000 points, mais en tout cas, si à la fin de l'année, le Nasdaq 100 clôture à 8000, je pense que ça ne sera en rien de surprenant. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.